On est à la veille du jour de l'an, à Tokyo. Tout le monde se prépare pour célébrer le passage vers le 21e siècle. C'est censé être un moment de fête, de lumière, de renouveau. Mais dans le quartier de Setagaya, dans une maison isolée juste à côté d'un parc, le temps s'est arrêté. Imagine juste la scène. Tu rentres chez ta fille pour lui souhaiter la bonne année, et puis tu découvres que l'enfer s'est installé dans la maison. C'est pas juste un meurtre, c'est quelque chose de bizarre, un massacre horrible. Puis c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. L'assassin n'est pas parti après avoir tué, au contraire, il est resté. Il a mangé leur nourriture, il a même navigué sur leur ordinateur, et puis il s'est même soigné avec leur trousse de pharmacie. Il a même vécu avec les cadavres pendant plusieurs longues heures, avant qu'il ne se fasse découvrir par la mère d'une des victimes. Aujourd'hui, on part dans l'affaire la plus troublante, non résolue du Japon moderne, le massacre de la famille Miyazawa. Et pour comprendre l'horreur de cette situation-là, en fait, il faut commencer par visualiser l'endroit. La famille Miyazawa vit en fait dans une maison qui est assez grande, un peu étrange, mais qui a 2 étages, et puis qui est située en fait dans le quartier de Kamizoshi-gaya, à Tokyo, au Japon. C'est pas nécessairement un quartier résidentiel qui est typique des environs. À l'époque, en fait, un parc adjacent était en pleine expansion directement à côté de la maison, et puis la plupart des maisons adjacentes ont été rachetées par la ville pour la construction du parc. Les Miyazawa, en fait, c'était les seuls, ou pratiquement les seuls, qui étaient restés sur place dans leur maison. Donc, on a une maison qui est isolée, qui est collée sur une clôture grillagée, et puis qui est entourée de terrains vagues et quand même grands, et puis d'un parc qui devient très sombre la nuit. Il y en a qui pourraient dire que c'est l'endroit parfait pour un crime. Pas de voisins immédiats, il n'y a personne pour entendre crier à proximité. Donc la famille Miyazawa est composée de 4 personnes. Donc on a Mikio, le père, qui a 44 ans. Il travaille pour une firme de consultants, et puis c'est un homme intellectuel. Il y a Yasuko, la mère, qui a 41 ans, et puis qui est enseignante à la maison. Et puis il y a la fille de cette famille-là, Nina, une petite fille de 8 ans, qui était brillante et pleine de vie. Et puis on termine par Ray, qui était le petit garçon de 6 ans dans cette horrible affaire-là. C'est une famille qui mène une vie tranquille quand même, mais le 30 décembre 2000, tout a basculé vers l'horreur la plus inimaginable. Nous sommes le 31 décembre, il est environ 10h40 selon ce qu'on rapporte. La mère de Yasuko, Haruko, qui habite juste à côté, dans la seule maison en fait qui était encore debout près du parc qu'on a parlé plus tôt, elle essaie tout simplement d'appeler sa fille et puis elle n'a pas de réponse. Donc le téléphone sonne sans cesse dans le vide. Puis c'est quelque chose qui l'inquiète assez fortement parce que d'habitude sa fille a l'habitude de répondre et surtout un 31 décembre, c'est quand même louche. Vu qu'elle a la clé, la mère décide d'aller voir sa fille, qui est la mère de notre petite famille. Elle a la clé en plus, fait qu'elle arrive sur place, elle met la clé dans la serrure et puis elle ouvre la porte d'entrée. C'est beaucoup trop calme, c'est beaucoup trop louche pour une maison avec 2 enfants en matinée de fête comme ça. Donc, ce qu'elle aperçoit en premier, c'est le père Mikio. Il est juste complètement effondré au bas des escaliers, dans l'entrée. Il a été poignardé à de multiples reprises selon ce qu'on rapporte. Son corps est froid et rigide. Quelques rapports qui diffèrent sur la position dans laquelle le corps a été retrouvé, mais la plupart d'entre eux s'entendent pour dire que le corps est tombé près de l'escalier au premier étage. Étant absolument paniquée, la grand-mère Haruko monte à l'étage et puis c'est là que l'horreur monte d'un cran en plus. Dans une des chambres, elle trouve sa fille, Yasuko, et puis la petite Nina. Les deux ont été massacrés horriblement. C'est une scène digne de boucherie. On parle de dizaines de coups de couteau, tellement il y en avait, tellement les visages n'étaient même plus reconnaissables. Et puis dans la chambre d'à côté, la chambre du petit Ray, 6 ans, lui, il avait pas de sang, il était juste couché dans son lit, inconscient. Le petit Ray a été étranglé, malheureusement, pendant son sommeil. C'est le seul dans cette famille-là qui n'a pas été poignardé. Donc, Haruko appelle immédiatement la police, et puis c'est l'enquête du siècle qui commence. Mais les policiers vont vite réaliser que cette histoire-là, le timeline, ne fait aucun sens. Il est aussi dérangeant que terrifiant. On a un détail qui rend cette histoire-là encore un peu plus frustrante, c'est que le massacre n'aurait pas été silencieux. Oui, la maison est isolée, mais on n'est pas sur une autre planète, on reste à Tokyo. Donc, un voisin qui est un étudiant qui vivait non loin de là a été témoin, en fait, d'un espèce de son, d'un bruit sourd entre 23h30 et minuit, la soirée du 30 décembre. Un espèce de boom, comme si quelque chose de lourd tombait au sol et puis s'effondrait d'un coup. Ce moment-là, c'est probablement le moment où est-ce que Mikio a été confronté par l'assassin dans les escaliers, mais ça, c'est pas tout. Un autre témoin qui passait par là, il a entendu ce qui ressemblait à une espèce de dispute. Il a entendu des voix étouffées et puis peut-être des cris de femmes selon ce qu'on a comme information. Et puis, plus rien. Ce qui devient de plus en plus terrifiant et troublant là-dedans, c'est que l'autopsie de la scène de crime va nous raconter la chronologie des événements. Selon ce qu'on a comme info, l'assassin serait probablement entré par la fenêtre de la salle de bain du 2e étage, qui était située en fait directement sur le côté du parc. L'assassin aurait grimpé la clôture et serait entré par effraction par la fenêtre du 2e.
Il aurait d'abord tué le petit garçon Ray en l'étranglant dans le complet silence, mais Mikio, lui, aurait probablement entendu quelque chose, donc il serait monté à l'étage, puis il aurait croisé le tueur dans l'escalier. Il y aurait eu une lutte féroce suite à ça. L'arme du crime, c'était un couteau sashimi traditionnel, un Yanagiba. C'est une lame longue, fine et faite pour trancher du poisson, pas pour s'abattre contre des os. Pendant l'attaque sur Mikio, la lame s'est brisée et un morceau est resté dans son corps, malheureusement. Et puis le tueur s'est donc retrouvé avec un manche cassé dans la main. Et c'est à ce moment-là que le cauchemar devient insoutenable pour Yasuko et la petite Nina. En fait, le tueur n'avait plus d'armes, il avait simplement un manche à la main. Il est redescendu calmement à la cuisine, il a fouillé les tiroirs, il a pris un couteau de chef, un santoku, et puis il est remonté. Et puis pendant ces longues minutes, les femmes étaient encore en vie, à l'étage, cachées dans leur chambre, dans le noir, blessées, à attendre tout simplement que les pas remontent l'escalier. Nina, la petite de 8 ans, a souffert particulièrement. L'acharnement sur elle est d'ailleurs incompréhensible, elle n'était plus reconnaissable. Selon ce qu'on a comme info, les Miyazawa seraient décédés le 30 décembre vers 23h30. Mais l'assassin, là, il a pas pris la fuite tout de suite. Les preuves, en fait, montrent qu'il est resté dans la maison pendant des heures. Ça fait aucun sens, peut-être même jusqu'au lendemain matin. Qu'est-ce qu'il faisait pendant tout ce temps-là avec les cadavres? Ben, c'est juste là que ça devient complètement creepy. Et puis, en premier, la première chose qu'il a fait, il s'est soigné. Donc, en attaquant le père, en attaquant Mikio, le tueur s'est gravement coupé la main avec son propre couteau. Bravo. Il saignait donc abondamment. Au lieu de paniquer, il a improvisé des soins médicaux avec une froideur absolue. Il a utilisé des serviettes hygiéniques appartenant à la mère pour se soigner la blessure à la main. Il a même utilisé du ruban adhésif chirurgical qu'on a retrouvé dans la pharmacie de la maison pour se faire un bandage de fortune. Puis il a laissé du sang partout. La scène de crime était contaminée de sang à grandeur de la maison. Ce qui est un peu fou là-dedans, c'est le calme durant l'opération. Le tueur s'est pas enfui pour aller à l'urgence, il s'est soigné sur place, il est resté là, au plein milieu du carnage, comme si c'était chez lui, avec les cadavres. Et puis ensuite, il a mangé. Il a ouvert le frigo, il a sorti du thé d'orge, et puis du melon, et ensuite 4 gros pots de crème glacée. Le tueur s'est donc assis dans le salon à quelques mètres des corps, et puis il a mangé la crème glacée. Sans cuillère, par contre, ce qui est un détail assez troublant. Il a pressé les pots directement dans sa bouche et même avec ses doigts. Ensuite, il a utilisé l'ordinateur de la maison. Les logs de connexion sur l'ordinateur montrent que quelqu'un a navigué sur le web à 1h18 du matin et encore une fois le lendemain matin vers 10h. C'est complètement fou. Et puis, vers 10h, on se rappelle que c'est juste avant que la grand-mère arrive sur place. Ça veut dire que probablement que quand Haruko a commencé à s'inquiéter, le tueur était peut-être encore sur les lieux. Il aurait même peut-être entendu le téléphone sonner, ce qui l'aurait peut-être poussé à fuir. Et puis, qu'est-ce qu'il regardait sur Internet, en fait? Qu'est-ce que les logs nous montrent? C'est que le tueur regardait le site Internet de la compagnie de théâtre Shiki. Il essayait d'acheter des billets de spectacle en ligne. Comment tu fais pour réserver un théâtre après avoir tué 4 personnes dans une maison et puis avoir passé la nuit avec des cadavres? C'est du psychopathe. C'est complètement fou. Et puis, en dernier, il a laissé ses besoins partout dans la toilette. Donc notre cher monsieur, il a utilisé les toilettes au 2e étage, probablement par là où est-ce qu'il était entré, et puis il a même pas tiré la chasse d'eau, donc en bon québécois, il a même pas flushé. Et puis à l'intérieur de ses excréments, les enquêteurs ont retrouvé des traces de ce qu'il avait mangé, donc des haricots verts et puis des graines de sésame. Donc, généralement, dans un crime, on manque de preuves, mais ici, c'est complètement le contraire. Le gars, il a juste tout laissé derrière. Il s'est même changé, il a changé de vêtements. Il a laissé des vêtements ensanglantés sur place. Il les a pliés proprement. Il a volé les vêtements du pauvre père Mikio avant de repartir. Donc, ce qu'il a laissé sur place nous laisse une espèce de profil précis, mais quand même assez déroutant pour l'enquête. Les chaussures qu'il portait, c'était des espadrilles de marque Slazenger de pointure 28, ce qui correspond à peu près à un 43 européen ou un 10 US, comme nous on a en Amérique. Le problème, c'est que le modèle de chaussures ne venait pas du Japon. Il n'y en avait pas au Japon à cette époque-là. Après des recherches mondiales, la police a découvert que ces chaussures-là avaient été vendues majoritairement dans la province de Gyeonggi, en Corée du Sud. Le chandail qu'il portait, c'est un espèce de coton ouaté, un sweatshirt raglant assez rare, qui avait seulement 130 exemplaires qui avaient été vendus à Tokyo, mais ceux-là, il était usé et complètement délavé. Ça fait pas de sens. Et puis dans la poche du coton ouaté, on a trouvé des excréments d'oiseaux, des feuilles de zelkova et puis de bouleau. What the fuck? Ça penche un peu plus la théorie du vagabond, de l'itinérant ou d'un espèce de skater qui aurait utilisé le parc, ou quelqu'un en fait qui passait tout simplement beaucoup de temps dehors.
Dans son sac banane, on a trouvé des traces de sable, mais pas n'importe lequel. Les analyses minéralogiques ont montré que c'était du sable qui venait possiblement du désert du Nevada aux États-Unis. Ça fait aucun sens, c'est mind-blowing. Près de la base aérienne de Edwards. Puis l'analyse en fait est très pointue, mais on appelle ça une forte probabilité scientifique, mais c'est pas une certitude absolue, juste pour préciser. Et puis dans le fameux sac banane, on a retrouvé des traces chimiques qui correspondent à un parfum très spécifique, le Dracor noir, qui est un parfum très populaire chez les jeunes américains et les skateurs de l'époque. Il y a aussi des traces de produits chimiques qui ont été utilisés qui correspondaient à des produits de blanchiment comme les produits utilisés pour les planches de skate et puis les surfs. Et puis tantôt j'ai dit qu'il avait laissé du sang partout. Et bien l'analyse de son sang a permis de trouver qu'il était de type A et puis qu'il avait un profil mixte, c'est-à-dire un père d'origine asiatique, soit japonais ou coréen, et puis une mère d'origine sud-européenne qui est peut-être méditerranéenne ou adriatique. C'est un profil génétique qui est à ce moment-là très rare au Japon. Là, on embarque dans les fameuses théories. Vu qu'on n'a jamais trouvé le tueur, il y a énormément de personnes qui ont commencé à fabuler et inspirer des théories sur le pourquoi, ce serait qui, etc. La première théorie qui nous vient, c'est la théorie du skater. En fait, c'est la théorie la plus populaire. On raconte que Mikio Miyazama s'était plaint du bruit des skaters dans le parc juste à côté de chez lui quelques jours avant le meurtre. Puis il y aurait même eu une altercation verbale avec un des jeunes qui skatait dans le parc. Il y a certains témoins relativement proches qui ont dit avoir vu un jeune homme s'entraîner au skatepark près de chez les Miyazawa quelques jours auparavant. Puis l'ADN suggère en fait que c'était un homme entre 15 et 25 ans, athlétique. Donc, est-ce qu'une simple dispute aurait pu vraiment virer au massacre, un des massacres les plus horribles du Japon moderne? C'est une théorie qui tient la route. On est rendu à la théorie 2, qui est la théorie du militaire ou du voyageur. À cause du sable du Nevada, des chaussures coréennes et puis du profil génétique mixte, il y a certaines personnes qui pensent que c'est soit un soldat américain qui était stationné au Japon ou un backpacker qui passait par là. Ça expliquerait pourquoi les fichiers japonais de l'époque n'ont pas pu identifier personne, et puis ça explique pourquoi le tueur aurait été capable de fuir le pays juste après les fêtes. Puis la théorie 3, c'est la théorie du tueur à gages. Donc la manière dont l'assassin a tué le petit garçon en premier dans le silence, ça fait penser à un modus operandi de professionnel, mais ça reste que tout le reste ne fait aucun sens. Je veux dire, tu t'assis pas chez quelqu'un que tu viens de tuer, tu manges pas sa crème glacée dans son salon, ça ne fait aucun sens. Tout le reste en fait de l'opération, ça fait penser à un complet amateur ou un psychopathe complètement dégénéré. En plus de ça, il y a rien qui a été volé de manière significative, à part un peu d'argent liquide, 150 yens à l'époque. Cette théorie-là fait un peu moins de sens, vu le bordel qui a été laissé sur place. Ça fait plus de 20 ans. La police de Tokyo a mobilisé plus de 250 000 enquêteurs au total sur ce dossier au fil des années. C'est la plus grosse enquête de l'histoire du Japon moderne. La maison des Miyazawa est encore sur place. Elle était là jusqu'à tout récemment. Elle est restée debout, vide, comme une espèce de cicatrice au milieu du parc qui s'est construit autour. Les murs intérieurs sont encore tachés de sang et puis de poussière. C'est complètement crasse. Et puis l'assassin, lui, s'il avait 20 ans en 2000, il est rendu à 45 environ. Ou bien ça se peut qu'il soit mort, on sait pas. Il est peut-être retourné en Corée, aux États-Unis, en Europe, ou peut-être qu'il marche encore dans les rues de Tokyo. Peut-être même qu'il a refait de sa vie, peut-être même qu'il est rendu avec une famille puis qu'il mange de la crème glacée en écoutant une série avec ses enfants le soir. Ça ne fait aucun sens. Puis ça, c'est des images qu'on peut pas s'enlever de la tête. Imagine un homme assis dans le noir, au petit matin, le 31 décembre, qui écoute le silence de la maison, il vient de tuer 4 personnes. Il regarde l'écran d'ordinateur clignoter, il va même aux toilettes pendant qu'il y a 4 corps dans la maison qui refroidissent lentement. C'est l'image du démon et puis du mal absolu. Si vous avez des théories, mettez-les en commentaire. Je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est le genre de contenu qui vous intéresse. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager à vos potes pour qu'ils puissent frissonner avec nous pour d'autres histoires de true crime ou de paranormal. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo creepy. Bye!